bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on... Ah ben oui, on a un monsieur. Merci à vous d'être avec nous cet après-midi pour la conférence Tech et Environnement, innover pour un événement durable. Alors, peut-être, ça me paraît important de le préciser, ce n'est pas la énième conférence sur comment il faut sauver la planète, parce que je pense que ça, tout le monde l'a entendu et que tout le monde le sait. Qui d'entre vous n'a jamais entendu qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence d'agir vite pour la planète qu'on partage ensemble? S'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu, c'est un problème, mais ce n'est pas grave, elle peut se manifester. Ce sera OK, elle pourra quand même rester avec nous. Donc, la question qu'on a eu envie de se poser, c'est justement rencontrer celles, aujourd'hui en plus j'ai un panel où il n'y a que des femmes, celles qui ont décidé de trouver des solutions, des outils, de donner des pistes en tout cas, pour nous aider à se mettre en œuvre et à agir pour, encore une fois, ce qui fait que c'est un sujet qui est grand public, c'est parce que même si on ne se connaît pas, on partage tous la planète aujourd'hui. Donc, et ce qui est important de préciser, c'est que d'une part, il y a des profils qui sont avec nous, beaucoup plus tech, beaucoup qui ont les mains dans la technique pour nous donner des solutions. Et c'est très bien parce que j'ai Ondine qui hoche la tête. Et on sait aussi que ce sont des fois des petites actions. Alors, ce n'est pas tant supprimer ces mails, puisque je pense qu'on a tous entendu ça, mais ce n'est pas supprimer les mails qui vont nous sauver de la planète. Il vaut mieux sortir de ce fantasme assez rapidement, mais il y a des petits gestes. Et je regarde Cassandre, justement, qui a The Good Habits, qui nous dira tout à l'heure comment, avec des petits gestes, on peut déjà avoir des premières actions. Et la force collective, la somme de toutes ces petites actions pourront nous donner des résultats. Ensuite, les entreprises aussi, avec Elsa Shai, les entreprises aussi ont une part de responsabilité. C'est pour ça que je parle beaucoup de responsabilité collective. Et on verra ensuite comment des outils, des solutions un peu plus tech, et on a ensuite aussi un success stories avec nous, success stories du côté de MyLight, avec Ondine, une boîte qui a levé un peu plus de 100 millions d'euros en novembre dernier, et aussi avec Emma Alfonsi qui vient aider les producteurs à gagner en autonomie et à continuer de faire mieux pour pouvoir sauver la planète qu'on partage. Cassandre, je te laisse la parole rapidement. J'ai envie de savoir deux choses. Déjà, d'une part, dis-nous qui tu es. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager, qu'on parle de petites actions qu'on peut mettre en place? Ça veut tout et rien dire à la fois. Est-ce que très concrètement, on peut déjà imaginer si dans cette conférence, la petite heure qu'on va passer ensemble, chaque personne ressort ne serait-ce qu'avec un petit geste, mais un petit geste qui est efficient et qui a vraiment un impact, pour moi, on aura réussi la table ronde et ça veut dire que, en tout cas, j'aurai rempli ma mission. Je laisse la parole. C'est une grande mission que tu me donnes là. On va sauver la planète en une action. Donc déjà, moi, je m'appelle Cassandre Milius. J'ai une formation plutôt école de commerce avec une reconversion très rapide dans le design parce que j'ai toujours aimé la créativité, j'ai toujours aimé les arts graphiques. Voilà. Quand j'étais ado, je faisais du Photoshop et de l'Illustrator dans ma chambre et ça me faisait kiffer. Donc j'ai repris mes études là-dedans. Et effectivement, c'est pendant cette année-là où j'étais un peu dans la divergence de plein d'idées que j'ai eu l'idée de The Good Habits, avec la question initiale de me dire comment on fait pour revenir dans la simplicité aujourd'hui dans un monde où tout est superflu. J'ai un petit peu cherché les outils qu'il y avait en me disant comment on revient à l'essentiel, comment on essaie de se reconnecter un petit peu avec ce qui est bon pour l'environnement, ce qui est bon pour soi. Et en fait, je n'ai pas trouvé vraiment d'outils. Je me suis dit, je veux me mettre à la méditation, ok, je trouve Headspace, je veux me mettre au sport, je vais télécharger l'application de Sissimua et je vais faire des exercices dans ma chambre. Mais en fait, je veux me mettre à l'écologie, il n'y a rien qui me donne envie. Genre, c'est pas sexy en fait. Il n'y a pas de plateforme vraiment bien faite avec vraiment un travail design derrière. Et je me suis dit, moi, je vais essayer d'apporter cette solution-là, tout en ayant conscience que moi, je ne suis pas une militante écolo, j'ai jamais eu ce truc-là, je suis pas née comme ça. Et c'est vraiment progressivement que je me suis retrouvée dans la démarche en me disant comment je fais pour convaincre les gens qui sont pas convaincus plutôt que de convaincre les gens convaincus, et comment je fais pour donner envie d'aller vers ça. Donc comment je fais pour rendre l'écologie désirable. Et donc j'ai créé une plateforme qui s'appelle The Good Habits, où on trouve plein d'idées et d'astuces pour intégrer l'écologie au quotidien, mais de manière simple et déculpabilisante, pour aller à l'encontre de tout cet alarmisme dont tu parlais tout à l'heure. Et donc voilà, c'était ma première idée. Évidemment, la plateforme a évolué. Aujourd'hui, c'est un studio de design à impact où j'aide les entreprises à intégrer les enjeux environnementaux à travers le design. On en reparlera après. Et donc, tu me demandais une action facile à mettre en place. On peut retrouver sur l'app peut-être, hein. On peut retrouver, mais en fait, je dirais, c'est un peu une question piège parce qu'il n'y en a pas vraiment. En fait, la première action à faire, c'est presque de
mesurer déjà son propre impact, parce que l'action la plus impactante va dépendre en fait de ce qu'on fait nous au quotidien. Je ne vais pas vous dire d'arrêter l'avion si vous ne prenez déjà pas l'avion. Donc en fait, limite, allez sur nos gestes climat, faites votre empreinte carbone personnelle, et avec ça, vous saurez déjà quel est vraiment le poste d'émission sur lequel vous allez avoir le plus d'impact. Voilà, c'est la première étape, mesurer ce qu'on peut améliorer. Très, très clair. Merci. Elsa, je sais que toi, tu as choisi de porter ta pierre à l'édifice en travaillant avec les entreprises. Aujourd'hui, quand tu vas voir ces boîtes-là, comment elles se positionnent? Merci et bonjour à tous. Avant de répondre à ta question, peut-être vous expliquer pourquoi j'ai choisi de bosser sur ce sujet des entreprises. Moi, avant, j'étais en conseil en stratégie, donc j'aiguillais les entreprises sur leur stratégie climat. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas un endroit où on avait accès à ce que faisaient les entreprises, qui soit centralisé, qui soit fiable, qui soit lisible. Et en fait, cette information, elle est aujourd'hui réservée à une poignée d'experts. Personne n'est capable de dire quelle entreprise agit plus qu'une autre. Et il y a une espèce de flou artistique qui fait qu'on n'encourage pas celles qui avancent, et celles qui sont un petit peu en retard ne savent pas forcément par où commencer. Donc moi, en conseil, je me rendais compte que c'était impossible d'avoir accès à cette information. Or, elle est essentielle pour faire en sorte que les choix de tous puissent être aiguillés, en fait, pour prendre en compte les entreprises qui avancent. Qu'on puisse intégrer ça dans nos choix en tant qu'acheteur quand on est dans une entreprise, en tant que consommateur, en tant que futur employé comme vous qui choisissez votre employeur. Et donc c'est là qu'est née en fait l'idée d'Open Climate, se dire bon, on a besoin d'une plateforme qui centralise l'information sur ce que font les entreprises, qui la fiabilise et qui la rende accessible à tous. L'idée pour pouvoir intégrer ça dans les choix et pour pouvoir aiguiller les entreprises moins avancées à se dire par quoi je commence sans réinventer la roue, parce qu'il y a vraiment ce sujet de aujourd'hui l'information elle est très opaque et ça freine totalement l'action. Donc pour aider les entreprises, je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, comme tu disais, Cassandre, elles mesurent leurs actions. Pour celles qui ont commencé à agir, elles mesurent, elles font tout un tas de choses. Et derrière, sur le dernier kilomètre qui est de comment je le fais savoir à mon écosystème, c'est très compliqué. À part aller voir leurs rapports qui ne sont pas comparables, qui font des centaines de pages, personne n'y a accès, c'est impossible de les comparer. Et ça, c'est très problématique parce que moi, je suis une entreprise qui agit... Quand elles agissent, elles font quoi, par exemple, histoire Je vais, par exemple, développer un produit bas carbone qui est meilleur que d'autres parce que j'ai intégré des matières qui sont plus bas carbone que d'autres, j'ai optimisé mes process de transport, etc. Mais en fait, si mon écosystème ne le sait pas, si j'ai développé ce produit mais qu'il n'est pas poussé par le distributeur, par Leclerc, par Carrefour, et que derrière, il n'est pas choisi par le consommateur, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, agir seul ne suffit pas aujourd'hui. On a besoin d'emmener son écosystème et ça passe par de l'information, par de la transparence. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on fait chez Open Climate. Très clair, je vois Ondine et Emma qui acquiescent de la tête. Et je suis contente quand tu parles justement, il faut faire savoir et surtout quand on fait bien. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai pu avoir avec Emma quand on a préparé l'échange. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique, comment on fait bien ce qui existe déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Stream Energy propose des logiciels pour aider les producteurs d'énergie à mieux travailler. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça ? Alors bonjour à tous, moi c'est Emma Alfonsi en effet pour Stream Energy et nous en effet notre petite pierre à l'édifice et au combat pour le développement durable, c'est qu'on croit très fort à l'énergie renouvelable, mais on est plutôt une plateforme, un logiciel qui est vraiment destiné à aider tous les nouveaux acteurs du marché de l'énergie, donc principalement les producteurs d'énergie renouvelable. Il y en a de plus en plus et on essaie d'être un peu un facilitateur en leur fournissant toutes les briques techniques. Donc très concrètement, c'est vraiment un nouveau paradigme. Avant, les gros énergéticiens, il y avait une équipe de 200 personnes qui allait gérer une centrale thermique très prévisible, avec une production plus ou moins modulable, pas tellement. Aujourd'hui, c'est des petites équipes assez agiles qui doivent gérer des centaines de sites sur tout le territoire. Et du coup, on va les aider, alors que ce soit pour déjà centraliser les informations, je dois savoir à tout moment ce que je produis sur chaque site, mais par exemple pour prévoir ce qu'ils vont produire, parce qu'en fait, on va vraiment essayer de faire en sorte que cette énergie, non seulement elle soit produite, mais elle soit amenée au marché. Donc on va les aider dans la manière dont ils vont
essayer de vendre cette énergie sur le marché, donc la maîtriser, la comprendre, échanger leurs données. Donc ça reste notre manière de pousser la transition énergétique. C'est vraiment via la data, les modèles et des outils. Donc on est une petite équipe de geeks qui essaie d'aider les producteurs européens à avoir toutes les cartes en main et à leur amener des outils vraiment qui viennent du monde du trading pour des plus petites structures. Et donc ça passe par de la prévision, ça passe par des flux de données, ça passe par des modèles et ça passe par les aider à maîtriser leur vente d'énergie et toutes ces composantes au niveau des données. Je ne sais pas si c'est très très concret, mais en tout cas c'est beaucoup de données et beaucoup de flux de données à automatiser pour eux. Très bien, très clair pour moi. Ondine, tu regardes, parce que je pense que du coup, tu as déjà travaillé, en tout cas, tu comprends très bien l'industrie d'EMA, parce que toi, tu travailles beaucoup sur l'automatisation solaire. Maintenant que j'ai dit ça en plus, je fais partie des gens qui regardent régulièrement le rapport du GIEC, qui fait partie d'une des solutions. Je ne suis pas la seule, je suis sûre qu'il y a des gens dans notre audience qui lisent régulièrement les rapports du GIEC. Voilà, je savais que j'avais la bonne audience. et l'automatisation solaire fait partie des solutions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais avec MyLight ? Alors, bonjour à tous, moi je suis Ondine, j'ai créé MyLight 150 il y a 10 ans avec mon frère, on est co-CEO, donc c'est encore un autre sujet. Et on aide chacun d'entre vous qui êtes propriétaire de maison ou qui, à terme, aujourd'hui c'est majoritairement le propriétaire, mais locataire, pour produire votre propre énergie solaire sur votre toit et surtout la consommer. Puisque l'enjeu du solaire, c'est que, évidemment, on produit quand il fait beau, on produit moins quand il ne fait pas beau. Je dis des évidences, mais ça vous montre la complexité derrière d'adapter votre consommation qui, elle, n'est pas forcément alignée avec le moment où vous produisez votre énergie solaire. Donc là, de même, il y a un sujet de gestion des flux. Alors cette fois-ci, c'est sur des beaucoup plus petits objets qui sont de l'habitat, de la maison. C'est aligner consommation et production. Donc on va prévoir la production et on va déplacer des gros postes de consommation qui sont facilement déplaçables sans impacter le confort. J'ai en tête le chauffe-eau, le chauffage, le véhicule électrique qui se déploie de plus en plus. Et ça va permettre de maximiser l'utilisation de l'énergie solaire de la maison. Une fois qu'on a fait ça, on est aussi fournisseur d'énergie et là on va gérer notre parc de clients vis-à-vis des marchés de l'énergie. Et on a toute une équipe de traders également qui va, quand vous avez trop d'énergie en tant que propriétaire, aller la valoriser sur les marchés et vous en donner le bénéfice sous forme d'un produit qu'on appelle la batterie virtuelle. Et en fait, 100% de l'électricité que vous allez produire va être déduite de votre facture. Et nous, notre rôle, c'est de faire ce travail et cette intermédiation entre votre maison et les marchés. Donc on a une approche qui est vraiment systémique du sujet. Et concrètement, comment ça se traduit dans nos métiers ? On va faire à la fois du matériel, parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie, c'est physique. Donc il y a besoin physiquement de lancer ou d'arrêter les appareils, de les mesurer. Donc on va faire du matériel, des objets connectés. Donc j'ai toute la série d'ingénieurs qui fait ces objets connectés, logiciels embarqués, électronique, cloud. Derrière, on va avoir toute la partie optimisation et algorithmie. Parce que c'est essentiel de prévoir. Le solaire se prévoit extrêmement bien et donc on va pouvoir adapter les habitudes en fonction de cette prévision. Donc là, vous avez toute la data science, l'intelligence artificielle et tous ces buzzwords avec lesquels on travaille au quotidien. Il y a évidemment l'information de l'utilisateur puisque ça devient beaucoup plus complexe pour lui. Donc comment on lui fait comprendre ce qui se passe chez lui maintenant qu'il est producteur, il est consommateur, ça part dans tous les sens. Un coup, il injecte sur le réseau, un coup, il rachète. Enfin, donc là, il y a la tradition dans un logiciel simplificateur pour qu'il comprenne les flux. On ne lui demande pas de les gérer, ça c'est nous, mais on travaille vraiment en transparence, c'est essentiel. Et la dernière branche de notre entreprise, donc vous voyez, il y a beaucoup de métiers, c'est toute cette partie trading. Et là, on rejoint vraiment ce que font les équipes de Stream, mais eux, principalement sur de la production, et on rejoint un peu ce que fait EMA. Très clair. Je vais me mettre dans la peau de l'utilisateur parce qu'on a montré une entreprise qui fait plein de choses. Mais moi, madame tout le monde, je me dis, attends, j'ai fait cette conférence, ça a l'air bien ce qu'ils font, je vais installer chez moi. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire tout de suite et combien ça va me coûter surtout ? Alors, c'est assez simple. Vous allez sur notre site internet, il y a un simulateur. Vous rentrez un certain nombre d'informations et vous obtenez un bilan financier et des économies réalisées sur votre facture. Vous demandez à être mis en contact avec un professionnel. Nous, on n'installe pas, mais on a tout un réseau de professionnels formés qu'on accompagne et qu'on suit. Et vous allez être mis en contact avec un professionnel qui vit localement près de chez vous.
Et là, il va vous faire un devis qui est du cas par cas. Chaque maison a besoin d'une installation différente, donc il va vous faire votre devis pour vous. Et en termes de coûts, vous allez entre 10 000 et jusqu'à 20 000 euros d'investissement en fonction du nombre de panneaux, mais en réalité, ça se traduit autour de 80 euros par mois, parce que ça se finance extrêmement bien sur 15 ans. Et vos économies vont compenser ce coût. Donc, au final, vous êtes dès la première année à zéro en termes d'investissement. Ok, très clair. Et ça me permet de regarder Cassandre, parce qu'a priori, j'aurais fait cet investissement qui va me permettre d'alléger ma facture et en plus, je vais mieux consommer. En tout cas, j'aurai une consommation a priori, ce qu'on appelle une consommation plus propre. Et en plus, j'aurai téléchargé The Good Habits. Mais pour arriver à ça, on a encore quelques freins. C'est-à-dire que oui, il faut le faire. Et est-ce qu'on n'a que des bobos du 11e qui s'y mettent? Ou qu'est-ce qu'on fait que c'est plus un truc que du côté des bobos du 11e? Comment on fait pour soulager les freins? Alors ça, c'est une grosse question parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 80% des gens qui se disent oui, le climat, c'est important, il faut agir. Mais dans les faits, en fait, il y en a 20% qui agissent vraiment. Donc il y a une espèce de décalage entre l'envie d'agir et l'action. Il y a tout un tas de choses qui font que l'action est freinée parce qu'il y a une grosse charge mentale, parce que la tâche paraît immense, parce qu'on n'a pas les outils nécessaires autour de nous. Mais moi, j'aime beaucoup travailler sur les sciences comportementales derrière en fait, cette transition écologique. Et il y a aussi des biais cognitifs en fait, qui sont derrière et qui font que, de manière en fait, assez naturelle, on ne va pas vers l'action, mais pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que notre cerveau nous joue des tours. En fait. Et en fait, il faut aussi travailler, on peut le faire d'ailleurs à travers la tech, travailler sur ces biais cognitifs en créant des nudges qui vont orienter des comportements de manière assez naturelle. Donc, je vous donne un exemple. Nous, on est souvent victimes du biais de l'inertie. En gros, on a la flemme de changer, on prend toujours le choix le plus simple. Ça, c'est l'exemple parlant du don d'organes. Dans certains pays, là où on est obligatoirement donneur d'organes, on n'a rien à faire, il y a 87% de donneurs. Inversement, dans les pays comme, je crois que c'est l'Allemagne, où on est de base pas donneur, mais il faut faire l'action de demander « moi, je veux être donneur », on tombe à 12%. Vous voyez à quel point, rien que le fait de changer quelque chose, ça va modifier nos comportements. Ça, c'est pareil avec l'écologie, en fait. C'est de se dire comment on fait, par exemple, quand on crée un produit tech, comment je vais changer l'option par défaut pour inciter à un bon comportement. Un exemple très simple, par exemple, aujourd'hui, sur certains sites de e-commerce, vous avez l'option éco-responsable par défaut de livraison, c'est-à-dire livraison longue. Les sites qui ont interverti en fait, l'option de livraison éco-responsable, ils ont augmenté leur taux de personnes qui choisissaient cette option-là. Alors que si, comme sur Amazon, on a la livraison express qui est beaucoup plus impactante en termes d'émissions carbone, les gens restent sur cette option-là. Et il y a tout un tas de manières dont on peut le décliner dans un produit tech. On peut mettre automatiquement un écran qui va moins consommer de luminosité ou d'énergie. Bon, moi, je ne suis pas ingénieure, hein. Donc je donne des petites astuces comme ça. Ça peut être juste, au bureau, vous programmez l'imprimante en recto verso noir et blanc. Vous allez voir que tout le monde va l'utiliser comme ça, puisqu'ils auront la flemme de faire l'effort de changer, de mettre en couleur et en haute qualité. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en travaillant sur ce nudge. Je vous en ai donné un, mais il y a 250 biais cognitifs. Donc vous voyez à quel point il y a énormément de techniques qu'on peut déployer pour inciter au comportement naturellement. Merci beaucoup. Ça me permet de faire une transition avec ce que toi tu fais, Elsa. On voyait qu'il y a des fois des comportements qui vont être plus pour changer de comportement, il faut aller vers des méthodes des fois qui peuvent être un peu plus longues. Et j'imagine qu'on a dit aussi tout à l'heure que l'entreprise, elle a du mal à faire savoir. L'entreprise, il n'y a pas plus lisse comme espace. On ne va pas aller à annoncer un truc au monde entier qu'on n'est pas très bien. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui les freine quand elles veulent commencer? C'est-à-dire, alors moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui les freine. Et celles qui ont envie de commencer en se disant, on a envie d'y aller, mais par contre, on ne peut pas commencer à mettre, elle a annoncé un chiffre 10 000 euros. Tu vas voir ton manager aujourd'hui et lui dire, on va prendre un nouveau truc et il faut investir 2 ans. Il va dire, OK, on en parle à la réunion prochaine, mais pour l'instant, concrètement, demain, ce n'est pas le choix qu'on fait. Donc toi, comment tu travailles sur ça avec elle? Avant de dire ce qui les freine, en fait, je vais peut-être commencer par dire pourquoi aujourd'hui elles ont besoin de communiquer. En fait, le sujet du climat, c'est assez fascinant parce que c'est le seul sujet sur lequel les intérêts de tous convergent. Tout le monde a le même intérêt à ce que les émissions réduisent. C'est pas un sujet classique de business ou de négociation où il y a un tel qui veut augmenter le prix, l'autre qui veut le réduire. Là, on a
le même intérêt. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est le fameux ton carbone et mon carbone, enfin celui qui produit, c'est le carbone du distributeur, c'est le carbone du consommateur, etc. Donc en fait, on a besoin de savoir ce que font, dans le cas d'une entreprise. Moi, si je veux réduire, j'ai besoin d'amener tous mes fournisseurs et de savoir tout ce que eux font. Est-ce que eux réduisent parce que mon carbone est intimement lié au leur. Donc ça, c'est assez fascinant parce que c'est de la complexité, mais en même temps, c'est le seul sujet sur lequel, si on n'y va pas en collectif, on n'y arrivera pas. Donc ça répond à la question de pourquoi est-ce qu'en fait, aujourd'hui, je dois communiquer et partager ces actions-là. C'est de toute façon... Mes clients, si je reste dans le cadre du B2B, me le demandent. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Un groupe comme Bouygues va imposer à tous ses fournisseurs de communiquer ces informations. Est-ce que vous avez fait votre bilan carbone? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes sur telle trajectoire de réduction, etc. Le frein à ça, c'est qu'aujourd'hui, cette communication, elle est assez archaïque, elle n'est pas mutualisée, il n'y a pas un endroit qui centralise tout ça. Les données sont déclaratives, donc il y a beaucoup de problèmes de fiabilisation de cette donnée. Nous c'est ce qu'on essaie de résoudre en ayant cette plateforme centralisée qui fiabilise les infos et qui permet ensuite de la dispatcher à tous ceux qui en ont besoin. Enfin, tous ceux qui ont besoin de cette info peuvent se connecter à Open Climat. Et après, je pense qu'il y a un deuxième frein qui est... pour une entreprise, il faut un petit peu repenser le prisme que l'on a de la communication, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de communiquer sur tout ce qu'on fait de bien, on est les meilleurs, etc. Le sujet du climat, c'est un peu le seul sur lequel personne n'a atteint l'objectif final. Enfin, la marche est encore haute pour tout le monde. Donc, il faut un peu repenser la façon dont on communique, se dire je communique sur ce que je fais, mais aussi ce qui me reste à faire, et c'est ce qui est attendu. Et c'est ça la transparence. La transparence, c'est pas la perfection, parce que personne n'y est, mais c'est admettre qu'on n'y est pas et montrer ce qu'on fait, montrer ce qu'on fait pas aussi. Donc ça, c'est peut-être un des freins qu'il faut lever, mais qui est levé par cette obligation de toute façon de toutes mes parties prenantes qui me demandent de l'information. Okay. De toute façon, on a des outils comme CSRD aujourd'hui qui vont les obliger, a priori, à mesurer et à compter. Donc, on y arrive, a priori. Exactement. On y arrive par justement ce que je disais, les clients qui me le demandent, la réglementation qui me le demande. Donc, c'est la somme de tout ça qui fera. C'est la somme de tout ça, c'est ça. Ok. Je regardais pas parce qu'on sait aujourd'hui que certes, on avance à petits pas, on va admettre ça, mais il y a quand même de l'argent qui a été investi. C'est, quand je regarde un peu les chiffres, on a quand même une augmentation de plus de 30% sur les années. Quand on a préparé, on se disait, mais attention, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même des industries où il y a de l'argent qui circule, sauf qu'on a une volonté aujourd'hui, plus simplement d'en discuter, plus simplement de se dire qu'il faut faire, mais de s'assurer que ce qu'on fait fonctionne bien. Emma, toi, les structures avec lesquelles tu travailles, l'idée c'est de les aider à faire mieux, mais selon toi, maintenant que je viens de dire ça, on sait qu'il faut y aller, il y a une réglementation qui vient bousculer un peu les choses. Qu'est-ce qui manque selon toi pour qu'on puisse passer la seconde ? Oui, alors le monde de la production d'énergie renouvelable, alors on est plutôt des optimistes, mais c'est un monde qui va bien, donc on en parlait justement, qui a été très subventionné au départ, ce qui était très vertueux parce que c'est comme ça que ça démarre, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, c'est des actifs qui sont rentables, mais il y a des gros challenges à passer, donc ça reste fragile, c'est des équilibres fragiles où il faut une visibilité, il faut des mécanismes de marché qui facilitent les choses pour que les gens qui investissent dans des parcs puissent se dire je vais pouvoir vendre de telle manière à tel client, etc. Donc d'énormes challenges pour être sûr qu'on passe la seconde. Le plus gros challenge étant l'intermittence, le fait que au début, tous ces producteurs, ils étaient très bons pour développer des panneaux, et maintenant ils doivent en fait gérer un espèce de portefeuille d'énergie renouvelable instable dans un environnement instable avec une météo instable. Et il va y avoir beaucoup de challenges parce qu'il va y avoir beaucoup d'énergie renouvelable, tout le monde produit en même temps. Il y a un moment où on en parlait avec MyLight, il y a trop d'énergie et ça devient un problème. Et donc vraiment, ils ont besoin d'outils et de technicité. La data joue un rôle énorme et c'est là qu'on se positionne. Mais pour aller un peu au-delà de ma paroisse et du côté challenge technique, ils ont aussi besoin de visibilité, de mécanismes de marché qui vont leur permettre de développer et de pouvoir investir. Ces investissements sont faits si tant est qu'on voit un peu comment le marché va évoluer et comment on va pouvoir vendre à des entreprises avec des contrats directement auprès du consommateur, etc. Parce que le gros challenge de notre génération, c'est vraiment que
on peut mettre plein d'actifs renouvelables, mais il faut que cette énergie, elle atteigne le consommateur final sans qu'on ait besoin d'allumer une centrale thermique. Donc ça passe par, même derrière le compteur, l'autoconsommation. Mais pour les gros producteurs, ça passe par des mécanismes qui facilitent le fait que cette énergie rejoigne le marché. Okay. Donc gros challenge technique, mais ce n'est pas que des petites sociétés comme nous. C'est aussi un paysage réglementaire et marché, je pense, c'est quand même important. Et ça passe par beaucoup de choses, même un peu ce que font nos politiciens, nos régulateurs, etc. Parce qu'il faut assurer des mécanismes sains pour que cette énergie elle puisse vite atteindre le consommateur final. Ok, très clair. Je regarde, Ondine, parce que chez MyLight, vous avez levé 100 millions. C'est quoi les gros chantiers chez MyLight en ce moment? Alors les grands chantiers, c'est passer à l'échelle, clairement. Il faut comprendre qu'on a encore 2/3 de notre énergie qui n'est pas renouvelable, qui n'est pas décarbonée. En France, on a l'impression que le travail est fait. Mais pas du tout, puisque 2/3 de l'énergie, ce sont des hydrocarbures. On a bien sûr 1/3 d'électricité qui, elle, est décarbonée grâce à notre parc historique nucléaire et aux nouvelles capacités renouvelables, que ce soit éolien ou solaire. Mais je tiens à rappeler ces chiffres parce qu'on les entend trop peu. Et donc le passage à l'échelle, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on a 3% de maisons qui sont équipées en panneaux solaires. Il faudrait passer à peut-être une maison sur 4 comme les Pays-Bas, une maison sur 8 comme l'Allemagne. L'Espagne, c'est 20% de renouvelables de solaire dans le mix électrique. En France, c'est même pas 5. Et qu'est-ce qui nous manque en France pour avoir ça? Il y a déjà aujourd'hui, d'un point de vue financier, il ne nous manque rien. Je pense que ça, c'est un point important. On est sur des sujets très pragmatiques. On n'est plus sur des sujets de subvention. Quand on a une facture d'électricité à 3 000 € et qu'une fois qu'on pose des panneaux solaires, on est à moins de 1 500, voire 1 000 €, il y a un équilibre financier qui est évident et qui est là. Il y a un sujet de donner confiance. Il y a un vrai sujet de donner confiance aux consommateurs. Il y a encore trop d'idées reçues qui se baladent sur les solutions. C'est vrai pour le solaire, mais c'est vrai pour d'autres. On entend toutes les critiques sur la voiture électrique. Il faut quand même arrêter. La voiture thermique, c'est pas la folie non plus. Donc, dès qu'il y a une solution nouvelle, il faut déconstruire en fait un certain nombre d'idées reçues parce que ça dérange. Et donc, nous, concrètement, comment on le fait? Eh ben, on va essayer de faciliter ce travail et cet accès avec la numérisation des démarches, avec l'accompagnement des installateurs, la formation des installateurs, parce qu'il y a un travail de proximité, puisque tout le monde n'est pas en capacité de monter sur son toit, poser ses panneaux. Donc, ça passe aussi par la formation des professionnels. C'est une mutation de filière. Les professionnels qui posaient une chaudière au gaz, il faut maintenant qu'ils apprennent à poser des panneaux solaires. Donc c'est long, mais on voit une vraie accélération. Le nombre de panneaux solaires de foyers équipés a doublé ces 3 dernières années. Donc on voit une vraie accélération, c'est en train d'arriver et d'arriver fort, et ce dans toute l'Europe. Donc on est assez optimiste. Très, très bien. On a parlé beaucoup des actions, du fait qu'il fallait sensibiliser. On a parlé beaucoup de responsabilité partagée. On a parlé aussi de l'importance d'avoir pas des choses qui sont arrivées là, mais des choses qui fonctionnent. Et de dire que ce n'était pas tant un problème financier, mais plutôt... je fais ce que je dis, si je simplifie concrètement, mais aussi qu'on va arriver vers ce changement-là avec des équipes diverses et qu'on a besoin aussi d'avoir un peu plus de femmes dans ces industries-là. C'est aussi des choses que nous sommes dites quand on a préparé l'échange. Selon vous, qu'est-ce qui manque peut-être dans cet écosystème-là? Est-ce que parce que, c'est peut-être pas ce mot-là qu'on dit qu'on fait une conférence tech, mais est-ce que parce que c'est pas sexy? Est-ce que parce que ça n'attire pas? Est-ce que parce que c'est compliqué? Est-ce que parce que c'est chiant? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a très peu de femmes dans cet écosystème-là? Quel écosystème? Parce que l'énergie, clairement, oui, on manque de femmes. Je pense que l'économie circulaire, etc., on a des très beaux rôles modèles et là, on en a 2 qui sont présentes. L'énergie est historiquement un monde pas très propre, pas très sexy, c'est sûr. Hein, vous étiez en train de forer des puits de pétrole, enfin, voilà, ou de construire des centrales nucléaires, ce qui n'est pas non plus, ce qui est vraiment assez de ce qu'on appelle de l'industrie lourde. C'est difficile à dire. On voit que le nombre de femmes ingénieurs stagne. Or, ce sont des métiers d'ingénierie. On est toutes les 2 ingénieurs et c'est logique, vu les enjeux, ils sont assez techniques. On vous parle de flux énergie comme si on s'est levé le matin et ça y est, on comprend tout, mais ça reste extrêmement technique. Donc il y a le sujet du rôle modèle et je pense aussi que les femmes sont attirées par des sujets avec des causes, avec du sens. Et le fait que ce milieu change vers... Enfin, le sujet du carbone est avant tout un sujet d'énergie.
Et donc, quand vous travaillez dans l'énergie renouvelable, votre métier a un sens de manière évidente et de vous participer au bien commun. Ce n'était pas forcément le cas historiquement, puisque l'énergie, c'est aussi le problème. Donc avant, quand vous travaillez pour le monde de l'énergie, vous travaillez plutôt pour le problème dans un monde assez cynique, très oligarchique, enfin voilà, c'est pas, franchement pas très sexy. Et là, quand je vois le renouvelable, ça attire les femmes puisque ça donne du sens, on travaille pour le bien commun et j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais en tout cas ce sont des thématiques auxquelles les femmes sont très sensibles et moi je suis assez confiante pour que ces sujets deviennent de plus en plus féminins. Je veux bien rebondir aussi parce que j'ai la même vision, mais c'est le message que je voulais porter aujourd'hui. Mais c'est vrai que les énergéticiens traditionnels, c'était des énormes structures. Vous alliez avoir une carrière dans un monde assez masculin, etc. On ne citera pas les grands oil and gas majors ou les énergéticiens français. Et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde se rende compte. Maintenant, il y a plein de nouveaux acteurs avec des structures des modes de gouvernance différents, des structures beaucoup plus agiles. Et je pense qu'il y a beaucoup plus... Enfin, ça devient des métiers très, très attirants. Et on n'a pas encore... C'est vrai que ça attire un petit peu plus les femmes, mais nous, alors, c'est de la tech, dans le renouvelable, mais on a peu de candidatures féminines, alors que vraiment, c'est un monde qui est en pleine mutation. Et je pense que les structures sont plus... je ne dis pas que c'était l'enfer avant, c'était attirant aussi, mais... C'était peut-être plus rebutant, ces grosses structures et ces gros énergéticiens avec un peu plus d'inertie. Là, il y a des tas de nouvelles structures qui se créent, fondées par quelques personnes qui innovent, qui font de la tech super intéressante et qui ont des structures un peu plus dynamiques, agiles, avec de la place pour les femmes pour s'épanouir, je pense, plus qu'avant. Très clair. Donc, c'est ça. Je pense que les femmes sont... je parle un peu personnellement, mais sont un peu plus sujettes au syndrome de l'imposteur, qui est encore plus présent dans des milieux assez techniques. Je sais pas si vous avez lu le livre de Sheryl Sandberg, qui est la CEO de Facebook ou Google, je ne sais plus, Lean In, ou en français En avant toutes. C'est assez marquant. Il y a même une autocensure qui montre que les hommes postulent quand ils estiment avoir 50% des compétences de la fiche de poste. Une femme, c'est 90%. Donc il y a aussi beaucoup d'autocensure liée à ce syndrome de l'imposteur, et encore plus dans ces sujets qui semblent techniques et masculins, parce que peu de rôle modèle. Et je pense que ça se renouvelle. Donc je suis plutôt optimiste à ce sujet. Et deuxième stat qui est intéressant dans ce livre que je recommande, parce que ça m'a un peu ouvert les yeux sur le sujet, c'est même la perception qui commence à changer, mais elle nous parle à un moment de la carrière d'une femme qui a réussi auprès d'un panel à qui décrivent toute sa carrière. Et en fait, la perception, c'est dents qui rayent le parquet, froide, etc. Et auprès d'un autre panel, il change juste une chose, c'est le prénom, ça devient un homme. Et il est perçu comme ayant réussi, ambitieux, voilà. Il y a beaucoup de biais, je pense, mais la première chose, c'est d'en prendre conscience pour passer un peu outre. Et je pense qu'on y arrive. Et le fait qu'il y ait des rôles modèles, ça aide beaucoup. Et la preuve, je pense, sur ce panel. Donc, voilà. Non, tu vas-y. Moi déjà je voulais parler quand même de quelque chose de positif, c'est que je trouve que quand même quand moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup de programmes dédiés aux femmes entrepreneurs ou aux femmes dans la tech. Enfin, j'ai quand même fait Willa, Les Audacieuses, Empower, dont le nom est révélateur quand même. Donc en vrai, moi je me suis dit en fait ça va. Mais je dirais que là où c'est le plus crucial, c'est en fait c'est au lycée que tout se joue, parce qu'en soi, travailler dans l'énergie, c'est presque trop tard, puisque c'est au moment où on choisit de devenir ingénieur, donc c'est le moment où il y a le choix, sur admission post-bac, c'est presque là qu'il faut, selon moi, il faut que les professeurs sensibilisent dès le collège et le lycée à ça, quoi, aux femmes dans la tech. Et peut-être une remarque, on a une visibilité quand on est femme dans la tech, en plus chef d'entreprise, qu'un homme n'a pas. Et c'est pas par hasard qu'on me voit moi, mon frère est co-CEO, il parle probablement aussi bien, mais je suis invitée à toutes les tables rondes. Bon là c'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais parce que je suis l'atout, il faut qu'on coche, j'ai mis une femme à ma table ronde. Bon, il se trouve qu'on est dans l'énergie, t'es la seule que je connais, vas-y prends la place. Bon, alors faut se dire qu'on est aussi intéressante et invitée parce qu'on est pertinente, mais je sais que je suis régulièrement invitée parce que je coche, voilà, c'est bon, on a une femme. Ouais. Super.
quand on lit le rapport du GIEC, je pense qu'on peut avoir de quoi être déprimé, mais je refuse de tomber dans la déprime, parce qu'on sait aussi qu'il y a des solutions qui existent. On sait aussi qu'il y a des femmes comme vous, justement, qui continuent de trouver des solutions pour continuer le voyage. Est-ce que vous êtes optimiste pour 2050 ? C'est pas une dissertation à 4 heures. Hein. On est d'accord. Mais qu'est-ce que l'optimisme ? Bien vu. Ouais, après, j'arrête de monopoliser la parole. En général, quand je suis en conférence et qu'on me lance sur le climat, je suis devenue maman il n'y a pas longtemps et j'ai ma voix ma gorge qui serre et j'arrive plus à en parler. Maintenant, quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas ne pas être optimiste. Autrement, vous vous arrêtez le 2e jour. Enfin, voilà. Déjà, vous vous arrêtez avant même de démarrer votre entreprise et quand vous avez commencé à remplir les papiers pour créer la boîte. Voilà. Donc oui, bien sûr que je pense que tout on est optimiste. Et je vois les sourires autour de la table et l'énergie que se dégage cette table ronde. C'est évident qu'en ce moment, on a des indications contraire, on va dire. Je ne me lancerai pas en politique et en politique américaine, mais c'est évident qu'il y a des signes qui font un petit peu peur. Et moi, j'aime me rappeler la citation de Margaret Meadows qui dit que les révolutions en fait, se font avec un tout petit groupe de personnes. Et si un tout petit groupe de personnes se met à changer, tout le monde suit. Et ce nombre a été quantifié par des recherches, parce que Margaret Meadows est sociologue, et il faut 10% d'une population qui change. Et en fait, quand vous mettez 10%, vous vous dites que c'est pas grand-chose. C'est une personne sur 10 dans cette pièce décide de changer ses habitudes, elle va tirer toute la pièce. Donc, rien que de connaître ce chiffre, moi, quand j'ai un petit coup de mou, je me rappelle, non, c'est bon, tu vas faire partie, on va arriver au 10%, on va arriver au 10% et tout va basculer. Et je sens que déjà, notre génération, les plus jeunes, poussent. On voit comment certaines entreprises qui ne prennent pas en compte, qui ne font pas vraiment un vrai virage climatique, n'arrivent plus à recruter. C'est en train d'aller très très vite. On ne parle même pas du réglementaire, le CSRD, ça va à une vitesse folle et ça va contraindre tout le monde. Donc ça, c'est l'aspect moins sympathique et l'aspect du bâton, mais rien que l'aspect de l'envie, on sent que les jeunes générations poussent. Et moi, je suis très optimiste. Super. Je me permets de rebondir parce que les 10%, ça me parle. Parce que je fais beaucoup de travail d'influence pour justement donner envie aux gens, inspirer les gens pour qu'ils se mettent à l'action. C'est du coup donc le point de bascule de Malcolm Gladwell. Et effectivement, tu vois, comme tu me demandais au début quelle action on peut faire pour réduire concrètement notre empreinte carbone, on pense toujours à des actions très concrètes qui ont vraiment un impact. Genre, j'arrête de manger de la viande, je vais prendre le train plutôt que l'avion, etc. Et on oublie en fait toutes ces actions indirectes qui visent à sensibiliser et à influencer l'entourage. Pourquoi ? Parce que c'est impalpable, il n'y a pas vraiment on ne sait pas vraiment si ça a un impact ou pas. Mais en fait, c'est ultra important. Donc même si vous n'êtes pas dans une démarche hyper écolo ou OK, la flemme demain, déjà rien que d'en parler, c'est déjà quelque chose. Et ça permet notamment de lutter contre cette espèce de triangle de l'inaction. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui vise à dire qu'on repose toujours la responsabilité sur les autres acteurs. Donc il y a les individus, les gouvernements et les entreprises. Donc les individus disent « ouais, mais ça sert à quoi que je change ? De toute façon, les entreprises, elles polluent. » Et les entreprises, elles disent « ah ouais, mais ça sert à quoi que je change ? On n'a pas des subventions de gouvernement, c'est de eux que tout part. » Et tout le monde se renvoie la balle. Et en fait, ça vient contrer ça, puisque y a eu, par exemple, pour illustrer les 10%, à partir du moment où il y a 10% des gens qui se sont mis à faire du vélo dans les villes, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que d'autres gens ont vu les gens faire du vélo, donc ils se sont dit « ah ouais, c'est stylé, moi aussi je veux faire du vélo ». Puis les marques, elles ont mis de la R&D pour développer des vélos plus performants, des vélos électriques, etc. Et puis les villes, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait des pistes cyclables, puisqu'elles se sont dit « oh là là, il y a une demande de la population », etc., etc. Et ça crée un effet d'entraînement, parce qu'après, il y a plus de citoyens qui vont faire du vélo, et ça continue. Donc voilà, je voulais appuyer ça, parce que pour moi, c'est vraiment le message clé à retenir, c'est l'influence. Très clair. Emma ? C'est bien, je vois qu'on a un point commun, mais je pense que c'est normal. Moi aussi, je pense j'ai cet optimisme un peu chevillé au corps. C'est sûr qu'il y a un vrai challenge, parce qu'il ne faut pas que ça soit uniquement, on parlait des bobos du 11e, où on peut se convaincre dans un entre-soi que c'est génial, on trie, on fait tout. Mais par contre, nous, on est dans une industrie où on voit que ça
au-delà de l'humanisme, on voit en fait que c'est une industrie qui est prospère. Enfin, moi, je travaille tous les jours avec des clients qui produisent de l'énergie renouvelable. Ils embauchent chaque semaine, je vais les voir, et les bureaux sont de plus en plus grands. On embauche des jeunes pour développer. Donc, c'est une industrie qui est florissante. S'il y a des étudiants dans la salle, etc., je les engage à aller vers là parce que c'est vraiment un marché où quand on parle aux gens le matin, les gens ils sont plutôt contents d'être là, même dans les challenges tech. Il y a des gens qui ont passé les 10 dernières années à optimiser des données de pub, c'est très chouette et je n'en enlève rien, mais là c'est vraiment le challenge de notre génération et je trouve quand même que les gens sont... Je travaille toute la journée avec des gens qui sont contents de faire ça au quotidien. Alors c'est le discours le plus naïf que vous aurez aujourd'hui, désolé, mais on voit vraiment que c'est une industrie qui est quand même assez florissante. On ne fait pas ça juste pour la beauté du geste, mais en plus le contexte économique est là et ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Il y a des gros challenges techniques, donc c'est super intéressant pour des ingénieurs. Et vraiment, mon optimisme, c'est de penser qu'on a des gens d'entretien chaque jour super intelligents qui pourraient faire plein de choses et qui viennent vers nous parce que ce défi-là, il leur plaît, quoi. Pas uniquement pour le... C'est intéressant, c'est des données météo, des données techniques. Il y a un challenge technique, mais au-delà de ça, ça a vraiment du sens pour notre génération et je pense que ça se passe. C'est fragile. On peut avoir un gros pays mondial qui décide d'élire quelqu'un qui voit les choses différemment, mais ça va plus loin. Je pense vraiment que ça va au-delà d'une politique, etc. Et il ne faut pas le prendre comme excuse, mais il y a vraiment des choses qui changent et on change les mentalités. Donc, pareil, gros optimisme. Et puis, il faut convaincre autour de soi. Il faut débattre le samedi soir quand quelqu'un vous dit de toute façon à Dubaï, ils climatisent leur terrasse. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais vraiment très optimiste. Et le message du jour, c'est vraiment s'il y a des gens qui cherchent un peu leur prochaine track, il y a des choses super à faire et tout le monde a de l'impact. Discours très naïf, désolé. Merci, Elsa. C'est dur de passer après tout ça. Moi, je suis totalement d'accord avec les 10% et tout ce qui vient d'être dit. Peut-être sur l'exemple concret, moi, ce que je vois en entreprise, je vois l'importance que prend le département RSE et à quel point maintenant ça touche plus seulement les seuls départements RSE, mais les départements commerciaux, marketing, qui s'emparent du sujet et qui intègrent pleinement le sujet climat dans leurs discussions, dans les achats, dans les négociations. Enfin, c'est un nouveau critère maintenant qui rentre en compte quand je suis dans les discussions commerciales. Typiquement, moi, je travaille avec les distributeurs et les marques. C'est un nouveau sujet de négociation maintenant. Et ça, de façon un peu cynique, à la limite, même si les entreprises ne le font pas parce qu'il faut être vertueux et parce que l'urgence, etc., elles vont le faire pour des problématiques business. Et c'est comme ça aussi qu'on accélère et qu'on voit l'impact systémique sur le volet entreprise. Et j'avais un deuxième point que j'ai perdu. Ah si, mon deuxième point, c'est sur mon optimisme de façon un peu personnelle. Je trouve que c'est ce que tu disais, c'est dur. Vraiment, mardi dernier, quand on se réveille effectivement après une certaine élection, on se dit ouais, je donne toute mon énergie pour qu'il se passe ça de l'autre côté de l'Atlantique, c'est dur. Mais il y a un côté effectivement où ça transcende, on sait pourquoi on le fait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est notre combat collectif à tous. Enfin, je sais que là, je vous regarde autour de cette pièce, on a tous le même combat. Et ça va être le défi le plus dur qu'on ait à relever là jusqu'à la fin du siècle. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, si on n'y va pas ensemble, on va pas y arriver. Donc c'est assez enthousiasmant de se dire, en fait, j'ai beau ne pas vous connaître, on a le même combat et c'est assez chouette de se dire qu'on est porté par ça et qu'on a tous un rôle à jouer. Trop bien. Il nous reste 15 minutes. Je vais laisser rapidement la parole à l'audience. Mais juste avant qu'on se quitte, moi, j'aimerais bien savoir quelle innovation ça peut être une solution, une app, ce que vous voulez, qui vous a marqué récemment et vous a dit, OK, même s'il y a des fous qui ont élu n'importe qui, c'est pas grave, mais quelque chose qui vous a marqué et que vous avez trouvé intéressant. Moi, je crois que j'ai vu sur Google Maps, parce que j'adore chercher des restos, voilà, c'est une de mes passions. Et j'ai vu qu'ils ont intégré un parcours peu carboné. Oh, bien. Voilà, pour éviter de prendre la voiture. Et je me suis dit, c'est ce genre de petite fonctionnalité qui peut enclencher des comportements. Donc je me suis dit, bon, Google a fait un truc cool cette fois-ci. Voilà, c'est la seule chose qui me vient en tête. C'est très bien. Alors moi, je suis hyper biaisée, mais franchement, un panneau photovoltaïque. Non, mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec donc l'électricité solaire, c'est le soleil est la source d'énergie la plus partagée au monde, ce qui n'est pas du tout le cas pour les hydrocarbures.
Vous allez, pour ceux qui ont voyagé dans des contrées reculées, vous verrez que les programmes en Amérique du Sud ou en Afrique, ce sont des maisons avec un petit panneau solaire et ça permet d'amener la lumière pour qu'un enfant étudie le soir. Donc en fait, c'est une technologie qui aujourd'hui permet d'enlever un super pouvoir qu'est l'énergie, qui est à la source d'énormément de crises géopolitiques, en plus de notre crise environnementale. Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe sur les crises géopolitiques. Et en fait, de passer au renouvelable, ce sujet de crise géopolitique disparaît. Donc là, je suis encore plus bisounours, et encore plus, mais c'est réel, et c'est ce qui gêne à l'heure actuelle le développement du renouvelable. Vous enlevez un pouvoir phénoménal à des États super puissants dans le monde. C'est pour ça que le lobby, vous n'avez qu'à regarder où se sont passées les 3 dernières COP, ce qui est un vrai enjeu. Hein, ça s'est passé dans 3 puissances pétrolières. Et en fait, ce petit trublion du photovoltaïque qui fait l'énergie va devenir gratuite. Enfin, c'est ça, hein, ça ne coûte plus rien de produire de l'électricité. C'est une source incroyable d'abondance. Il y a un enjeu de transition qui est phénoménal et qui nous fait parler aujourd'hui. Mais l'avenir qui se dessine est juste... quand vous tirez ce fil, c'est pas de la science-fiction, c'est réel et c'est fascinant. Et moi, c'est pour ça que je me lève tous les matins. Super, merci beaucoup, Rosine. Emma ? J'aime bien cette carte blanche aussi. Moi, il y a une technologie qui m'intéresse bien et qui bouleverse aussi un petit peu le renouvelable. C'est l'avènement. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas dans l'électricité, il y a une donnée de base qui est qu'on ne peut pas stocker l'électricité, qui définit un peu tout. C'est pour ça que la production doit être égale à la consommation. Et on progresse beaucoup dans le secteur des batteries. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, on va pouvoir stocker à un certain moment, le réinjecter à d'autres. Et ça donne des enjeux, c'est passionnant niveau tech parce qu'il faut optimiser plein de choses, etc. Et c'est plus des batteries, alors c'est à l'échelle ça peut être chez la personne, mais ça peut être aussi des batteries utility scale, donc vraiment à l'échelle du Parc France. Et ça, c'est des sujets passionnants, je peux en parler. On peut faire une autre table ronde et discuter merci. 1 heure, mais c'est... non, mais c'est vraiment super intéressant. Et justement, pour les personnes qui s'interrogent, la tech dans l'énergie, c'est ce genre de challenge. Et ça se développe parce que les conditions économiques les rendent encore plus intéressantes et c'est passionnant. Merci beaucoup, Emma, qui veut faire une contre-table ronde de la table ronde. C'est à côté, venez. Tu peux y aller. Elsa, toi, ce qui a retenu ton attention récemment ? Oui, moi, ce n'est pas une innovation tech, mais c'est pour illustrer le pouvoir de l'information. Moi, c'était la Convention citoyenne. Le fait d'avoir pris... je ne sais plus combien d'individus, mais représentatifs de la population française, de les avoir formés aux enjeux, et finalement ils en sont ressortis avec des mesures plus fortes que n'importe quel parti écolo. J'ai trouvé ça fascinant comme processus, et voilà, pour illustrer un peu ce pouvoir des gens formés, des gens sensibilisés, informés, sont capables du meilleur, quoi. Donc voilà. Très bien, merci. Petit coup de pub, il y a la même pour les entreprises. Oui, la Convention des entreprises pour le climat, j'ai participé à la première. Et si vous avez l'occasion de participer, allez-y, c'est incroyable. Super, merci. On va prendre les questions dans l'audience avant de... Je vais faire passer le micro. Oups. La première question que je vais avoir. Soyez pas timide, on est entre nous. Très bien. J'ai une question pour les panneaux solaires. J'ai compris qu'en fait, les panneaux solaires n'étaient pas adaptés à une pose sur les toits pour des raisons de sécurité, notamment incendie. Et l'idée, du coup, de se retrouver avec des panneaux solaires dans le jardin, comment vous gérez ce type de sujet? Parce que c'est des sujets de conversation. Moi, je suis très militante, alors pas écolo, au sens... je m'investis pour défendre la planète à mon niveau et au niveau entreprise. Mais ce sujet-là, c'est un sujet que je n'ai pas du tout élucidé. Alors, les sources d'incendie, c'est que vous avez de l'énergie... Pardon de rentrer dans le technique, mais c'est que vous avez de l'énergie continue sur votre toit et c'est ça. Après, vous pouvez avoir des sources d'incendie via les panneaux solaires, ce qui existe comme technologie et qui est imposé aux États-Unis, par exemple, dans le résidentiel. C'est que vous avez un micro-onduleur, donc vous passez de courant continu à alternatif juste sous votre toit.
Et derrière, il y a beaucoup moins, voire plus du tout ce risque d'incendie. Il y a toujours un risque d'incendie électrique au tableau électrique, mais pas plus que quand vous avez une maison avec de l'électricité, puisqu'il faut savoir que c'est 60% des sources d'incendie dans le résidentiel, c'est l'électricité, qu'il y ait des panneaux solaires ou non. Voilà. Donc il y a aujourd'hui toutes les technologies nécessaires pour atténuer très fortement ce risque d'incendie sur le panneau solaire sur toit. Et après, si vraiment c'est un risque que vous ne voulez pas courir, rien ne vous empêche de mettre des panneaux solaires dans votre jardin. Il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Il faut le déclarer, mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une deuxième question? Oui. Bonjour à toutes et merci pour votre intervention super intéressante. J'ai une petite question moi, concernant les panneaux photovoltaïques. Mes parents sont passés par votre boîte, donc c'est assez marrant, à Lyon. Ils sont très contents. En revanche, ce que j'allais dire. Mais en revanche, le prix d'entrée pour avoir ce genre d'installation est cher. Et est-ce que dans les années à venir, parce que le but c'est effectivement que ça ne reste pas pour les gens qui ont les moyens de faire autrement, mais est-ce que tout le monde demain aura accès à ça? Est-ce que les prix baissent? Est-ce que En fait, c'est pour ça que j'ai parlé d'investissement. Évidemment, si vous posez 15 000 € cash sur la table, année 1, c'est pas abordable pour beaucoup de Français. Aujourd'hui, il existe des programmes de financement. Donc, en fait, vous ne payez pas 15 000 € cash, vous payez 70 € par mois et vous faites ces 70 € d'économie sur cette facture. Donc, il faut pas voir ça comme j'achète une paire de chaussures 15 000 €. C'est je fais un investissement de la même manière que je mets une pompe à chaleur, j'isole ma maison. Et donc, c'est un investissement dans le temps amorti puisque c'est financé. Il y a aujourd'hui un programme d'aide d'État sur la rénovation énergétique qui a un petit peu calé l'année dernière parce qu'ils ont changé les conditions, mais ils vont vous proposer des primes, des aides, des prêts à taux zéro par exemple. Ce qu'il faut dire, c'est que ces programmes devraient être orientés vers les gens qui n'ont pas une capacité d'investissement, donc ce qu'on appelle les précaires et grands précaires énergétiques. Ce qui a été fait pour la pompe à chaleur. Le solaire n'est pas dans le programme pour tout un tas de raisons. Mais aujourd'hui, si vous êtes en capacité d'investir, en fait, vous avez un retour sur investissement en 7 ans, qui est sur la durée de vie d'un panneau solaire qui est de 30 ans ou votre durée de résidence dans votre maison qui est en moyenne autour de plutôt 15 ou 20 ans, ça s'amortit largement sur le temps. Donc il ne faut pas le prendre comme, faut pas voir ce 15 000 €, il faut voir ça comme le fait que je vais investir et je vais payer 70 € par mois pour mes panneaux et économiser 70 € sur ma facture. Voilà, c'est ça là, ce qui se passe. Si on ne déménage pas du coup et qu'on reste 7 ans... Alors après, ça se valorise quand vous déménagez puisque vous avez moins de charges. Donc il y a tout un tas d'études qui le montrent. Mais vraiment, c'est un investissement rentable très largement. Et c'est pour ça que ça explose les panneaux solaires. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça que la Chine est le premier installateur au monde de panneaux solaires. C'est que c'est économiquement viable et extrêmement intéressant. Bonjour, merci à toutes les quatre pour votre action et cette intervention. Je voulais simplement savoir comment vous répondez à l'injonction, mais ce que vous faites en fait, l'environnement et la tech et l'environnement, c'est que de la com. Je voudrais savoir comment vous réagissez, comment vous défendez ou comment vous expliquez, quelle posture vous avez pas vis-à-vis de ce genre de réaction. Merci. Gros sujet. Je pense qu'on est très poli, mais t'es assez calé sur le comportemental. C'est que de la com. Justement, nous, avec ce qu'on fait sur Open Climat, l'objectif, c'est qu'on vient vérifier les données qui sont centralisées sur la plateforme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on regarde, mais on regarde à la fois les engagements que les entreprises prennent et là où elles en sont réellement aujourd'hui, ce qui n'existait pas par ailleurs. En fait, savoir où est-ce que vous en êtes, votre réduction effective qui permet en fait d'avoir des données très factuelles, comparables, qui permettent de pas juste en fait
mettre en avant le petit élément que je veux mettre en avant sur ce que j'ai fait sur le packaging, qui représente en fait 2% en termes d'ordre de grandeur dans mon empreinte carbone, mais vraiment d'avoir une vue d'ensemble, de voir les ordres de grandeur, les plans d'action sur chaque élément. Et ça, c'est clé en fait de communiquer de façon exhaustive, comparable, avec des données fiables. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on fait pour éviter d'en faire un levier de greenwashing. Mais par ailleurs, en fait, il faut aussi pas avoir peur du mot com, parce que si on fait des choses et qu'on les communique pas, on n'encourage pas celles qui avancent. Personne ne sait que ce sont elles qui sont en avance, elles sont pas préférées par leurs clients, etc. Donc il y a un problème aussi à ne pas communiquer ce qu'on fait. Voilà, il y a un bon équilibre à trouver. Merci beaucoup. Oui, je pense que toutes les deux, on ne peut pas dire que c'est de la com ce qu'on fait. Quand on a 2/3 d'énergie qui est des hydrocarbures, qu'il faut installer la même quantité de capacité de production que ce qu'on a fait pendant 50 ans sur les 15 prochaines années pour réussir à décarboner, on est dans du très très concret. On peut vous sortir une myriade de chiffres qui montrent pourquoi le panneau solaire, et d'ailleurs ce ne sont même pas nos chiffres, ce sont les chiffres d'RTE qui est le gestionnaire de réseau français. Aujourd'hui, il y a toujours des critiques, évidemment, parce que on est en train de bousculer un milieu très installé et avec beaucoup de pouvoir, mais aujourd'hui, les chiffres étatiques montrent qu'il faut installer encore plus vite des panneaux solaires et de l'éolien, parce que les dernières années, toute la capacité d'éolien et de panneaux solaires qui a été installée n'a permis de couvrir que 85% des nouveaux besoins électriques. Donc on a continué à sortir des centrales à charbon parce qu'on avait ces 15% qui n'ont pas été couverts. Avec l'IA, vous avez vu ce que font les GAFAM aux États-Unis, elles construisent des centrales nucléaires. Donc ce sujet de besoin d'électricité est le plus rapide à déployer, c'est le renouvelable, c'est imbattable. Le renouvelable, vous en déployez une installation de panneaux solaires, c'est une journée. Pour une maison. Voilà, donc c'est imbattable. Une centrale nucléaire, c'est 10 ans. Donc en fait, aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut, pour décarboner l'énergie, il faut passer à l'électrique et il faut produire plus d'électrique. Et pour produire plus d'électrique, les seules ressources décarbonées, il n'y en a pas 36, c'est le renouvelable et le nucléaire. Le plus facile à déployer, c'est le solaire et l'éolien, et le plus rapide. Donc moi, je veux bien qu'ils viennent me dire c'est de la com, mais c'est extrêmement concret au quotidien tout ce qu'on fait, et on n'est pas en train de faire du greenwashing. Les rapports du GIEC, pour tous ceux qui les ont lus, montrent la corrélation parfaite entre consommation d'énergie et d'hydrocarbures et hausse du carbone dans l'atmosphère. Ces chiffres-là ne peuvent plus être discutés, sauf par des gens un peu fous, un peu blonds et un peu américains. Mais à part ça, plus personne ne peut les discuter. Faites une fresque du climat, je crois que c'est la deuxième carte de la fresque du climat. Enfin, ou peut-être c'est la deuxième vague. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est indiscutable sur l'énergie, je pense. Merci beaucoup. Je prends une dernière question, c'est ici. Bonjour, déjà merci d'être là. Je m'appelle Flore et ma question, c'est moins une question et plus un peu de demander votre avis sur le sujet. Parce que, avec notamment le développement de l'intelligence artificielle, etc., on lit de plus en plus d'articles sur l'impact de la tech sur l'environnement en tant qu'impact négatif, notamment à cause de toute la consommation d'énergie, etc. Et bon, vous avez un peu des sujets de changer justement d'où vient cette énergie, mais je voulais savoir un peu si pour vous la tech est justifiable parce que c'est pour l'environnement, ou est-ce que vous avez un avis sur ce sujet-là, de la consommation par la tech, avec la data, etc. C'est une bonne question. Je pense que l'IA, c'est comme Internet à l'époque, c'est juste un moyen en fait. Il faut se poser la question de la finalité qu'il y a derrière. À quoi ça sert et tout n'est pas utile, hein, mais c'est vraiment dire, c'est comme dire Internet. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Enfin, c'est un moyen. Ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment cette question de finalité. Et les ordres de grandeur existent. On sait ce que ça consomme, l'IA. On sait ce que ça consomme, le numérique, versus les apports positifs que ça peut, l'impact positif qu'on peut avoir via la tech quand on travaille sur ce sujet de l'impact. Et j'avais un point qui me revient plus. Mais je pense qu'il y a vraiment cette éducation sur les ordres de grandeur à avoir. Et pour moi, la tech, c'est une façon de
passer plus vite à l'échelle. Donc si c'est passer plus vite à l'échelle pour une bonne finalité, oui. Si c'est passer plus vite à l'échelle pour nous faire acheter plus de Shein, peut-être pas. Enfin, voilà. Donc c'est ça la bonne question à se poser, et pas IA ou pas IA parce que ça consomme X% d'énergie. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Elsa. Dans tous les cas, ça va arriver. Enfin, comme Internet, l'IA arrive, on ne va pas l'arrêter. Donc on sait que les mauvais acteurs vont l'utiliser pour leur propre finalité. Donc si nous, on s'empêche de l'utiliser sous prétexte que ça a un impact, bah alors c'est eux qui vont gagner. Donc logiquement, après, en revanche, il y a des choses à faire sur l'éco-conception de services numériques. Tu vois, par exemple, moi, dans mon domaine où je conçois, par exemple, des interfaces d'applications ou de sites, je me suis formée chez Green IT, justement pour intégrer des critères d'éco-conception dès le brief. Donc le designer, il va respecter tout un tas de critères pour que le site ou l'application émette moins d'énergie. Ça va être des polices de caractère particulières, moins de vidéos, et il y a aussi tout un tas de critères à respecter par le développeur. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne m'en souviens plus, mais je vous conseille d'aller voir. Et d'ailleurs, il y a un plugin qui s'appelle EcoIndex, qui a été fait par le gouvernement, je crois, ou qui permet de voir vraiment les notations de chaque site internet sur à quel point ils sont énergivores ou pas. Donc là, je parle juste, par exemple, d'un simple service numérique comme un site ou une app, mais j'imagine que ça peut être déployé pour tous les produits tech. Oui, et c'est extrêmement vertueux parce que non seulement c'est moins consommateur en énergie, mais ça fait aussi des programmes plus efficaces. Et il faut aussi, et corrige-moi si je me trompe parce que moi je ne suis pas une experte en carbone, mais 80% de l'empreinte carbone de la tech, c'est ton matériel physique, c'est ton ordi, c'est ton téléphone. Donc si tu changes de téléphone tous les 6 mois, ton empreinte carbone n'a rien à voir à si tu réussis à garder ton téléphone 4 ans. Ensuite, il y a tout le sujet du recyclable. Donc, et l'autre point qui est aussi important, pourquoi est-ce que tout le monde tape sur l'avion ? L'avion, c'est pour 12% de la population mondiale. La tech, je crois que c'est quasiment 90% de la population mondiale, pour la même empreinte carbone à l'échelle mondiale. Donc il faut aussi remettre le service rendu et rappeler d'où vient cet impact carbone de la tech. Et l'impact carbone de la tech, c'est le matériel. Donc l'enjeu, il est là. Merci beaucoup. Question super intéressante, tout le monde a répondu, mais j'irai exactement dans le même sens. Toutes les industries vont être un peu bouleversées, l'IA y compris, va devoir faire son... Je pense qu'à un moment, ça va devenir dans les critères économiques de chaque activité. Donc c'est pas tabou, mais je pense que l'IA fait aussi partie de la solution, parce que c'est grâce à ça qu'on va résoudre certains challenges. Mais il faudra savoir aussi essayer de limiter au plus possible l'impact, comme dans toute industrie. Mais je pense qu'elle n'est pas non plus au sommet de la liste, mais il faudra faire l'examen. Et c'est de l'électricité. Et c'est pour ça que là, en face, je ne sais pas si vous travaillez tous dans la tech ou si vous avez pour projet de le faire. Je crois qu'on est quand même dans une école qui oriente vers ça. Mais encore une fois, posez-vous vraiment la question de la finalité de cette tech parce que, on n'a pas le temps et le loisir de gâcher ses cerveaux bien faits pour faire de la tech à de la finalité qui n'est pas forcément vertueuse. Voilà. Merci beaucoup Elsa, Cassandre, Ondine, Emma. Elsa, un grand merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous et pour vos expertises et pour la pertinence de l'échange. Et un grand merci à notre audience d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup.